Ceci est la deuxième partie de mon analyse sur Arcane. Comme j'ai dit dans la première partie, à la base je voulais faire une vidéo d'1h30, mais je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de sortir quelque chose sur cette chaîne si je faisais comme ça. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à l'acte 2 de la saison 1 d'Arcane. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à suivre le lien que j'ai mis dans la description. Attention, spoiler pour la saison 1 d'Arcane, par contre je ne parle pas de la saison 2. Sans plus attendre donc, on va commencer cet acte 2. L'épisode 4 s'intitule Joyeuse fête du progrès et se déroule donc après une ellipse temporelle. Heimerdinger et Jace parlent des 200 ans de la ville et de Stanley Padidley, un inventeur raté qui a sacrifié ses ambitions personnelles au profit du futur de ses étudiants. Heimerdinger apprend à Jace que c'est lui qui fera le discours de la fête du progrès et nous expose ce que la Hextech a apporté à Piltover. Le progrès qui est fêté ici, c'est le progrès technologique. On verra s'il est accompagné d'un progrès social. Spoiler, non. Le doyen demande à son ancien disciple s'il a une nouvelle invention à présenter pour la fête, et ça tombe bien, Victor et lui travaillent sur quelque chose. Piltover a prospéré grâce aux inventions de Jace, notamment son portail qui permet de commercer avec le monde entier. Jace est devenu l'homme du progrès, son visage placardé un peu partout dans la ville comme un bon vieux poster soviétique. Le scientifique a évidemment retrouvé les faveurs de la famille Kiraman. D'ailleurs, Caitlyn est devenue une pacifieuse aux grandes dames de sa mère qui s'arrange pour qu'elle soit postée loin du danger et de l'action, ce qui ne va pas sans créer du conflit entre les deux. Pendant ce temps, un dirigeable arrive au port sous le regard d'un mystérieux personnage masqué. À son bord, on reconnaît les hommes de Silco qui corrompent un douanier pour faire passer leur cargaison de Shimmer. Le personnage masqué et ses camarades, les feux volants, passent alors à l'attaque. Deux d'entre eux se rendent dans la cale où ils tombent sur un piège au graffiti familier. Dans une séquence qui emprunte au code horrifique, les deux feux volants sont victimes de Jinx. Elle sort par la trappe et affronte les Firelight. Quand elle frappe et démasque l'une d'eux, elle hallucine et pense voir vaille. Le motif des dessins par-dessus l'animation pour signifier l'instabilité et les traumas de Jinx apparaît. Jinx tue la jeune femme aux cheveux roses en lui tirant dans le dos. Enragé, le personnage masqué lui fonce dessus malgré son chronomètre qui approche de sa fin. Jinx tire à la Gatling dans tous les sens, repoussant les feux volants survivants et détruisant la cargaison au passage. Sevika lui reproche, mais Jinx lui tient tête. On apprend ainsi deux choses. Powder, ou plutôt Jinx, est passée du côté de Silco et elle lui crée des problèmes à cause de son comportement instable. On retrouve Victor et Jace qui travaillent sur leur nouvelle invention. Quand Heimerdinger arrive, un Jace confiant lui annonce qu'ils ont réussi à créer une gemme Hextech stable, qui n'explose pas quand on la frappe et pourra donc être intégrée à des appareils portables comme les gantelets d'Atlas ou la griffe X, des outils qui pourront alléger la tâche des mineurs de zone. Mais la griffe tire de façon un peu précoce, ça arrive même aux meilleurs, et Heimerdinger leur dit qu'il ne manque qu'une décennie de recherche prudente. Victor veut que les choses aillent beaucoup plus vite, ça semble très important pour lui. On a ici une démonstration du défaut fatal de Heimerdinger, il pense à long terme. On sait qu'il a créé et dirigé Piltover depuis 200 ans. Il est donc au moins indirectement responsable de la situation à zone et de la misère qui y règne. Ici, Jace et Victor proposent une avancée technologique qui facilitera la vie des mineurs, mais Heimerdinger préfère la prudence. En soi, c'est très raisonnable, surtout quand on sait où cette technologie mènera. Mais du point de vue des humains, et surtout de Victor, qui est en première ligne de ceux qui ont besoin de ces avancées technologiques, c'est une décision cruelle. Elle a pour conséquence de prolonger la souffrance des hommes là où une décision téméraire pourrait sauver des vies. Il faut comprendre qu'en écriture, quand on parle de défaut fatal, ça n'a rien à voir avec le fait que le trait soit négatif ou positif. Le défaut est fatal parce qu'il mène à des conséquences dramatiques pour le personnage dans le récit. N'importe quel trait de caractère, défaut et même qualité peut devenir un défaut fatal. D'ailleurs, si le défaut fatal d'Heimerdinger est la prudence, celui de Victor est la témérité, son opposé. Caitlyn mène l'enquête à bord du dirigeable et trouve la marque de Jinx, ainsi qu'un homme de Silco blessé. Mais avant qu'elle ne puisse l'interroger, Marcus arrive et lui rappelle qu'elle agit hors de sa juridiction. De retour à zone, Sevika se rend à la dernière goutte, désormais devenue le QG de Silco. Le bar s'est transformé en discothèque où une bonne partie de la clientèle a les yeux violets sous l'influence de la Shimmer. Sevika se plaint de Jinx à Silco qui n'apprécie pas qu'on s'en prenne à sa petite protégée. Il fait remarquer que les portails ont été très mauvais pour les affaires et ont encore plus isolé zone, tandis que Piltover prospère. Donc progrès technologique qui amène un progrès social ? Non! On revient à ce que je disais après l'épisode 3, les choses s'améliorent pour la ville haute et empirent pour la ville basse. Ce qui va attiser les tensions et mener à plus de conflits. Jinx explique qu'elle s'est emballée à cause d'une fille aux cheveux roses tout en étant très proche physiquement de Silco au point où elle s'occupe de sa piqûre oculaire. Cette proximité physique dérangeante du fait du rôle de père de substitution que Silco a pris pour Jinx souligne la toxicité de leur relation. Silco a une emprise sur Jinx, ce qui l'a corrompu à son image et à sa vision du monde. Mais Jinx a également une emprise sur Silco qui s'autorise à être vulnérable avec elle. Ces deux personnages sont en codépendance, cherchant chez l'autre un pansement pour leur trahison respective. Silco trouve en Jinx un lien avec Vander en
prenant le même rôle de père adoptif. Jinx trouve en Silco un remplacement à Vi, quelqu'un qui l'accepte comme elle est et encourage ses mauvais travers. On sent toutefois des tensions entre les deux quand Silco donne des responsabilités à Sevika que Jinx aurait voulu gérer. Pendant ce temps, Mel est à une levée de fonds. Son assistante mentionne sa mère, un personnage qui prendra son importance plus tard, puis Jace arrive sous les regards méprisants de l'aristocratie. Il demande à lui parler en privé et explique que Heimerdinger freine les recherches. Mel veut que les choses aillent vite pour ses investisseurs. Le progrès poussé par les aspirations économiques des classes dominantes au détriment des normes de sécurité, on continue sur le même fil rouge thématique et on sait très bien où il mène. On retrouve Jinx dans son repère vertigineux, torturée par les souvenirs de Milo et Clagger, dont elle a façonné des effigies, manifestations physiques de ses traumatismes jamais pris en charge. Au fond, elle est une version exubérante et instable de Powder, avec d'ailleurs les mêmes aspirations et les mêmes peurs, puisqu'elle veut prouver à Silco qu'elle n'est pas faible, tout comme elle a voulu le faire avec Vi. Jace demande à Victor de l'accompagner sur scène, mais il ne veut pas apparaître devant les riches. Même s'il a obtenu sa place à Piltover, Victor sait qu'il n'appartiendra jamais à ce monde. Acclamé par la foule et ses parents, l'homme du progrès vit son moment de gloire. Il s'apprête à révéler sa toute nouvelle invention, mais est pris de stress et renonce, écoutant l'avis de Heimerdinger. Mel s'en va, contrarié, Victor est aussi choqué. Alors que les collègues de Caitlyn se plaignent de l'absence d'une grande annonce, elle voit un feu et entend une petite voix qui appelle à l'aide. C'est un piège de Jinx qui explose. Le piège, pas Jinx. Caitlyn la voit juste avant de perdre connaissance. Jinx a volé la gemme. Le conseil sent qu'il faut faire quelque chose au sujet de la basse ville. Pour protéger la ville, Jace propose que l'on ferme les portails, mais les conseillers perdraient trop de profit en faisant ça. Mel propose alors de nommer Jace au conseil. Heimerdinger approuve, le conseil va voter. Dans son repère, Jinx bricole quand un Silco furieux arrive. Elle a brisé la stabilité ténue entre Piltover et Zone. Paradoxalement, Silco a pris le rôle de vendeur, et de révolutionnaire, il est devenu le gardien d'un certain statu quo. Mais Jinx lui montre la gemme et lui souhaite une joyeuse fête du progrès. Titre de l'épisode donc. Désormais conseiller de Piltover, Jace retrouve Caitlyn qui, à peine relevée, est déterminée à retrouver Jinx malgré ce qu'en pensent sa mère et Marcus. Au milieu de ces pistes, elle voit alors la prison. Elle s'y rend pour interroger l'homme de Silco qui a été arrêté, mais quelqu'un lui a cassé la mâchoire. Elle demande qui? Dans une cellule, quelqu'un boxe contre un mur, ses cheveux sont roses, sur sa joue un tatouage, Vi. On commence donc ce deuxième acte après une ellipse temporelle et l'épisode est consacré à nous montrer à la fois l'évolution du monde et des personnages, mais aussi à planter les graines de la suite de l'intrigue. Dans ce nouveau statu quo, beaucoup de choses ont changé, mais en même temps, tout est à peu près pareil. Le contexte social d'abord, avec des inégalités plus fortes que jamais entre Piltover et Zone. Paradoxalement, le progrès apporté par Jace n'a résolu aucun des problèmes de la ville. On comprend qu'il a surtout enrichi l'aristocratie et poussé le monde criminel à prendre encore plus de risques. En prenant le contrôle de Zone, Silco est devenu le nouveau vendeur. La ville basse lui ressemble ainsi plus, il y a moins de place pour l'entraide, la drogue et la violence sont partout, et les rêves de révolution sont bien loin. Il faut donc un agent du chaos pour secouer tout ça et apporter du changement, Jinx. Imprévisible et motivée par ses complexes, elle déclenche l'élément perturbateur du récit en volant la gemme. Mais quand on est assis sur un baril de poudre, une seule étincelle suffit. L'épisode 5 a pour titre français L'ennemi commun. Le titre original est Everybody Wants to Be My Enemy, en référence au refrain du générique. Dans une forêt où la neige fond, quelqu'un tire parfaitement sur des cibles mécaniques. Une jeune Caitlyn qui s'entraîne au fusil avec Grayson. Elle se demande si cette dernière a été payée par ses parents pour la laisser gagner. Grayson répond qu'elle l'a laissé gagner parce qu'elle pensait qu'elle le méritait. Elle lui explique que savoir tirer, pour elle, c'est son assurance de protéger la ville. Finalement, elle lui demande pourquoi elle tire. Grayson représentait une certaine vision idéaliste du maintien de l'ordre, construite sur une recherche de la paix et de la justice. La question qu'elle pose à Caitlyn, c'est une façon de demander quel genre de flic elle va devenir. Retour au présent et dans la prison. Caitlyn ne comprend pas pourquoi le dossier de Vi est vide. Cette dernière lui demande d'embrasser Silco pour elle, pensant qu'il s'agit d'une de ses subordonnées. Caitlyn lui montre un des dessins de Jinx, Vi est tout de suite plus coopérative, mais pour l'aider, elle a besoin de sortir de prison. On a un conflit sociologique entre ces deux personnages. Vi voit en elle une pacifieuse, symbole de l'autorité violente de Piltover sur Zone, responsable de la mort de ses parents. Caitlyn voit une criminelle, symbole du crime des bas-fonds, qui menace la paix. Mais Caitlyn a besoin de Vi. Elle l'a fait relâcher sur ordre de Jace, le garde lui dit qu'il ne sait plus combien de fois il a discuté avec Vi, sous-entendu combien de fois il l'a passé à tabac. Caitlyn comprend alors que Vi a vécu un enfer dans cette prison. Vous l'aurez compris, on a un nouveau duo miroir avec Vi et Caitlyn. Ici, tous les opposent, la petite nerveuse aux cheveux roses venue du peuple et la grande calme aux cheveux bleus née dans la plus haute aristocratie. Deux mondes complètement différents qui vont devoir s'unir pour protéger la paix. Marcus préside une cérémonie pour les pacifieurs morts dans l'explosion. On découvre qu'il a une fille et il se recueille devant la tombe de Grayson.
Caitlin. Puis il va parler avec Silco, annonçant que Jinx est allée trop loin. Depuis l'ellipse, on sent que Marcus a évolué, rongé par sa trahison. Il est forcé de collaborer avec Silco, ce qui lui pose un problème moral. On sait qu'il a sauvé Vi d'une certaine façon en la cachant en prison pendant tout ce temps. C'est un personnage qui veut faire le bien, mais qui est poussé par les circonstances à mal agir car il n'a devant lui que de mauvaises options. Silco lui donne une autre bourse pour les familles, répétant le motif des 30 pièces d'argent. On comprend que même si Marcus avait jeté la première bourse, il a depuis accepté les pots de vin de Silco, faute de meilleures options. En tant que shérif de Piltover, sa corruption signifie que toutes les forces de l'ordre sont au moins indirectement sous le contrôle de Silco, ce qui a permis à ce dernier de faire grandir son empire sans obstacle extérieur. Jace et Victor ont un désaccord lié au fait que Jace veut freiner les recherches du fait de ses nouvelles responsabilités, tandis que Victor maintient que les gens ont besoin de la technologie maintenant. Évidemment, par les gens, Victor veut dire lui-même. Face à sa santé défaillante, il est en première ligne pour le besoin d'avancées technologiques majeures et rapides. Marcus a été appelé par Jace qui lui annonce vouloir déraciner la corruption profonde qui a mené à l'explosion dans un cas d'école d'ironie dramatique. Dans son repère, Jinx lit les recherches de Jace et essaye de faire fonctionner la gemme. Une explosion lance alors un flashback à l'épisode 3. En larmes, Jinx revit le traumatisme. Comme je l'ai dit, elle n'a pas avancé émotionnellement durant l'ellipse. Elle est au même point la même gamine traumatisée et abandonnée. Enfin sortie de prison, Vi fait un peu de parcours, faudrait pas oublier que c'est une série franco-américaine, puis retrouve enfin la ville de son enfance qui n'a pas tant changé puisqu'elle se fait presque immédiatement attaquer par des loupards. Elle fait une Terminator et récupère son iconique veste rouge avant de retrouver Caitlin. Victor essaye de créer une technologie X capable d'apprendre. Quand Jace lui demande si c'est sécurisé, Victor rétorque que non. Bien sûr que non. Tandis que Vi profite de la cuisine locale, ce qui énerve Caitlin, elle obtient une piste et lui prouve qu'elle a bien fait de la libérer. On retrouve Jace et Mel en train de comploter devant un concerto de violon, oui c'est cliché mais c'est efficace. Mel lui indique qu'en cherchant à combattre la corruption, il est devenu l'ennemi commun. Titre de l'épisode. Et c'est ici que la série introduit un motif symbolique. C'est loin d'être le seul, il y en a beaucoup et j'en reparlerai. Mais ici, le violon va devenir un motif récurrent symbolisant le jeu du pouvoir et la corruption. Il accompagnera la montée en puissance de Jace et l'effet que l'exercice du pouvoir aura sur lui. Jinx retourne à la salle d'arcade de son enfance, tue un corbeau pour s'amuser, puis répare la machine à boxer où s'entraîne Vi. Elle essaye de battre le score de sa grande sœur, mais n'arrive qu'à la 2e place, ce qui l'enrage. Jinx veut prouver sa valeur encore et toujours, motivée par son complexe d'infériorité et sa peur de ne pas être assez douée et surtout de ne pas être à la hauteur de sa grande sœur. Cette dernière arrive à la dernière goutte et découvre ce que Silco en a fait. Retour au concerto où Mel va donc pousser Jace à jouer le jeu de la politique en gagnant des faveurs auprès des élites corrompues. Il serre les mains qu'il faut et le violon s'emballe tandis qu'Heimerdinger profite de la musique insouciant. Vi emmène Caitlin dans une maison close marquant le début de ce qu'on va appeler la tension sexuelle intergalactique entre les deux personnages. Marcus regarde une pièce tachée de sang quand Silco le rejoint. Il l'informe des plans de Jace et Silco lui donne une preuve que les coupables sont les feux volants. Marcus a un fantasme où il se suicide pour emporter Silco, puis il sort. C'est très intéressant de voir le contraste entre les désirs de Marcus et ses actions dans la réalité. Le personnage est torturé par sa propre corruption, mais il est incapable de s'en libérer, peu importe à quel point il en a envie. C'est magnifiquement tragique. Silco veut que Jinx fasse une arme avec la Hextech, mais elle n'y arrive pas, hantée par ses traumas. Vi rattrape le temps perdu avec la madame de la maison close, qui lui apprend que la numéro 2 de Silco, comprenez Sevika, est une habituée. Puis elle retrouve Caitlin dans une chambre en train de discuter avec une travailleuse. Après avoir bien comploté, Mel et Jace s'embrassent. De son côté, Victor ignore son assistante, Sky. On a un nouveau montage qui juxtapose Mel et Jace en train de faire l'amour et Victor, frustré et malade, qui travaille sur son invention. Il tousse du sang qui est aspiré par le Hex-Core dans une scène qui évoque clairement la fécondation, entrecoupée de la scène de sexe. Ici, on comprend que Victor vient de donner vie à quelque chose. Et le parallèle entre les deux scènes illustre aussi la fracture du duo Jace-Victor. L'un a choisi la politique et le pouvoir, l'autre a plongé dans la science par désespoir. La fracture est d'autant plus forte quand on adopte une grille de lecture romantique à la relation Jace-Victor, puisque Jace choisit Mel romantiquement dans cette scène. Silco et Jinx sont dans la rivière. Il lui raconte qu'il est né à nouveau quand Vander a voulu le noyer et qu'elle doit laisser Powder mourir pour devenir Jinx. Il la plonge en arrière dans l'eau, un éclat d'yeux violets flash à l'écran. Arcane n'en est pas à son coup d'essai pour les références bibliques. On assiste ici clairement à un baptême, symbole de renaissance. Cette scène marque aussi clairement la volonté de Silco d'être celui qui modèle Jinx à son image. Il la plonge dans la rivière où il a failli se noyer, où Vander l'a trahi, pour qu'elle la suive dans ses traces et renonce à sa sœur qui la hante encore. Vi se balade seul dans Zone et Imagine Dragon se joue diégétiquement dans la rue, ce qui est
Un choix. Et j'ai dit que la perfection n'existait pas. Elle retrouve Sevika en train de jouer aux cartes. Marcus est dans son bureau, en plein dilemme, mais elle se réveille seule dans son lit. Jace est parti au chevet de Victor. D'après les docteurs, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Sevika gagne aux cartes et se prend un genou en guise de récompense. Vi découvre alors le bras robot de son adversaire, alimenté au shimmer. Elle gagne malgré tout et demande où Silco garde sa sœur. Sevika lui répond que Jinx travaille pour lui, qu'elle est comme sa fille, et elle la poignarde avec une lame cachée. Une balle l'interrompt juste avant qu'elle ne l'achève. Caitlyn, en mode sniper, vient de sauver Vi. Nouvellement baptisée, Jinx a repris ses recherches. Sevika rejoint Silco et lui dit que la sœur est revenue. Silco répond « Des morts ?» Cette fin d'épisode marque le tournant du deuxième acte, annonçant son point d'orgue, la réunion entre les deux sœurs. Jinx pense que Vi est morte et le baptême est une façon pour elle de passer à autre chose, en tout cas c'est ce que Silco espère. En apprenant qu'elle est toujours en vie, il réalise deux choses. Premièrement que Marcus lui a menti, et deuxièmement qu'il risque de perdre Jinx. Cet épisode marque également la rupture entre Jace et Victor, et par extension la rupture entre Jace et Heimerdinger. En se détournant de la science au profit du pouvoir, Jace a choisi Mel. Plutôt que de faire avancer la science pour améliorer le monde, il va choisir de lutter directement contre la corruption, ce qui l'oppose immédiatement à Silco, mais montre aussi une désillusion par rapport à son rêve. En effet, sa technologie, son progrès n'a pas sauvé le monde. Et il sait qu'elle ne le pourra pas car elle est au service d'un pouvoir corrompu. S'il veut sauver le monde, il doit prendre le pouvoir. Reste à voir la leçon que l'exercice du pouvoir va finir par lui apprendre. L'épisode 6 s'intitule « Quand l'Empire s'effondre ». Encore une fois, titre différent de l'original qui cite les paroles d'une chanson de Woodkid, « Guns for Hire ». Et la phrase « When these walls come tumbling down ». La chanson va être très importante dans l'épisode. On commence sous l'eau. Des gamins plongent dans la rivière polluée. Plus loin, un jeune Victor bricole un jouet. Une jeune Sky l'observe depuis le haut d'un rocher. Avec sa jambe, Victor a du mal à suivre son bateau jouet qui disparaît dans une cavité. Il tombe alors sur un homme avec une créature étrange. C'est le scientifique qui travaillait avec Silco. Sa créature s'appelle Rio, une rare mutation qu'il a cultivée. Elle est mourante, mais il veut la sauver. Victor veut aider. Le scientifique accepte en lui disant qu'ils peuvent être des solitaires tous les deux. Dans le présent, Victor revient à l'évacuation d'eau qui se trouve au-dessus de la rivière, symbole du chemin qu'il a parcouru depuis, mais aussi du fait qu'il n'a pas amélioré la situation de zone. Heimerdinger le rejoint pour le réconforter sans grand succès. Par sa longévité, il est l'opposé de Victor qui va bientôt mourir. Comme il le dit, ceux qui brillent le plus fort brûlent le plus vite. On retrouve Mel en train de peindre, Jace la rejoint et s'excuse d'avoir disparu, expliquant que Victor est mourant. Il réalise que la technologie X était à la base un moyen d'empêcher ce qui lui est arrivé à cause de la pollution de la fissure. La technologie a avancé, mais la pollution n'a pas bougé. Victor est obsédé par son invention qui brille désormais légèrement violet. Il la touche. Au bar, Jinx s'amuse à faire peur au barman. Il lui raconte que Silco cherche des filles. Jinx veut savoir qui. Vi et Caitlyn fuient, mais la première est blessée. Elle tente du parcours et s'éclate la tronche. Le personnage masqué les observe. Sevika arrive dans le bureau de Silco pour annoncer qu'elle a perdu les filles, mais c'est Jinx qui est là et l'assomme. Quand elle se réveille, Jinx essaye de la torturer, mais elle lui dit directement que Vi est la fille qu'il cherche, avec une pacifieuse qui l'a remplacée. Pour Sevika, Jinx va péter un plomb à cause de ça et enfin prouver que Silco doit se débarrasser d'elle. Cette révélation montre que Jinx est encore loin d'être passée à autre chose. Baptême ou non, elle est profondément affectée par le fait de découvrir que sa grande sœur est encore en vie, qu'il lui reste un lien à son ancienne vie. Marcus est tout dilemé quand il tombe sur Silco en train de jouer avec sa fille. Silco lui demande s'il se souvient de Vi avant de menacer la gamine. Marcus lui dit que Vi est à l'abri. Silco lui annonce qu'elle se balade librement. Victor montre à Jace que son invention réagit à la matière organique à l'aide d'une plante qui grandit miraculeusement avant de pourrir subitement. Ce n'est pas encore la solution pour le soigner. Caitlyn retrouve Vi, elles sont entourées de victimes du shimmer dévorées par leur addiction. D'après Vi, il n'y en avait jamais eu autant avant. Encore une fois, le progrès technologique n'a pas été accompagné de progrès social, au contraire. Elle s'abrite dans les ruines d'une vieille maison, Caitlyn essaye de soigner Vi, mais cette dernière ne lui fait pas confiance car elle vient de la surface. Heimerdinger découvre le X-Core, mais fidèle à son défaut fatal, il y voit un danger. Il demande à Victor et Jace de le détruire car ça ressemble à la graine qui a détruit de nombreuses civilisations. Jace refuse, actant encore plus sa rupture avec Heimerdinger, et demande au conseil de trancher. Victor pense connaître quelqu'un d'autre qui pourrait aider. Vi a perdu connaissance et Caitlyn tombe sur le binoclard du premier épisode défiguré par la Shimmer. Et lui aussi dit qu'il connaît quelqu'un d'autre qui pourrait aider. Le parallèle est intéressant puisqu'on s'attend presque à ce que les deux personnages parlent de la même personne. C'est une petite façon de jouer avec nos attentes. Mais il la guide à un comptoir d'apothicaire. Elle lui demande comment il a pu s'infliger la Shimmer et il répond qu'il voulait savoir ce que ça fait d'être craint et respecté. Oh là là, la quête de pouvoir et de sécurité qui mène à une autodestruction, je me demande si c'est une thématique qui va revenir. L'apothicaire lui demande un échange contre la potion. Caitlyn n'hésite pas
pas un instant et lui donne son fusil. La potion contient une goutte de shimmer. Le binoclard ne veut pas l'accompagner parce qu'il a honte de qui il est devenu. Elle lui fait un câlin, montrant sa compassion. Les notions de confiance et de préjugés sont très importantes avec le personnage de Caitlin qui commence l'histoire avec une vision du monde très simpliste et idéaliste. Il y a de bonnes personnes à qui il arrive de bonnes choses et de mauvaises personnes à qui il arrive de mauvaises choses. Vision qui va se confronter à la dure réalité. Marcus donne la grenade de Jinx à Jace en dénonçant les feux volants. Jace donne l'ordre de faire des fouilles obligatoires sur le pont, une source de tension évidente. Marcus lui demande s'il peut aider Caitlin. Jace lui dit que ce n'est pas la peine. Au conseil, Heimerdinger essaye de convaincre les autres de mettre fin aux recherches de Victor. Mais Jace se tourne contre lui reproche la situation dans la fissure, il demande au conseil de voter sa retraite. Ces manipulations politiques ont été efficaces, le vote est fait, Heimerdinger paye le prix de son insouciance et de son long-termisme. Il ne peut pas se défendre puisque c'est un fait, il était aux manettes et a laissé la situation s'envenimer. Mais c'est également une trahison, son propre disciple étant à l'initiative de son éviction. Au revoir, figure d'autorité raisonnable. Vi hallucine Powder et sa mère quand Caitlin lui donne la potion. Cette dernière voit les marques sur le mur qui mesurent la taille de Violet et Powder, ainsi que les gribouillis de Powder. Elle comprend qu'elles habitaient ici et demande qui est Powder. Vi lui explique que c'est sa sœur, qu'elle pensait morte et qu'elle doit la retrouver. Caitlin lui demande si elle n'a pas de parents. Vi répond que non, ils ont été tués par les pacifieurs. Mais avant que le moment ne devienne trop tendre, Silco les retrouve. Elles ont été vendues par les addicts à la shimmer qui l'abreuvent. Il lui dit qu'il a libéré sa sœur et que Jinx est le véritable grand prix de sa famille. Pas elle. Vi lui annonce qu'elle va la retrouver et soigner son lavage de cerveau. Pendant ce temps, Jinx se balade avec le fumigène que Vi lui a donné. Caitlin et Vi font tomber la baraque sur les monstres et s'enfuient. Et on va arriver au montage musical le plus important de la série et sans doute l'un des moments les plus cultes de l'histoire de la fiction, l'instant où Jinx allume le fumigène. C'est difficile de décrire en quoi ce montage fonctionne si bien narrativement puisqu'il tire sa force de la musique, de la mise en scène, mais je pense que s'il résonne si fort, c'est parce qu'il illustre quelque chose d'inattendu et de très intense avec le personnage de Jinx. Powder est toujours là. Elle a toujours envie que sa sœur la retrouve. Au fond, elle a gardé cet espoir pendant tout ce temps. Alors qu'elle pensait sa sœur morte, elle a gardé le fumigène. Et à l'instant où elle découvre qu'elle est encore en vie, elle l'utilise pour qu'elle vienne à elle. Il y a quelque chose de primaire dans ce sentiment, celui d'une enfant abandonnée qui appelle sa grande sœur. Le point d'orgue du deuxième acte est un moment d'espoir au milieu du désespoir. Même pour Jinx qui reste hantée par Milo et Clagger, on sent ce désir profond de se libérer du poids de la culpabilité, de retrouver l'amour qu'elle a perdu et que Silco ne pourra jamais lui apporter, peu importe à quel point il essaye. Ce n'est pas Jinx qui allume le fumigène, c'est Powder. Et tandis que les pacifieurs s'arment, qu'un Silco enragé tue ses hommes au sol, que les murs s'effondrent, Vi voit le fumigène. Un nouveau flashback nous ramène dans l'enfance de Victor qui retrouve Rio, maintenu en vie dans la souffrance par des tubes. Le scientifique répète que la mutation doit survivre et Victor s'enfuit. Mais dans le présent, il revient, disant comprendre désormais. Silco retrouve Sevika ligotée et couverte de graffitis qui lisent « Menteur ». Le fumigène s'éteint et Jinx le jette frustré, réalisant qu'elle a été stupide d'espérer. Mais Vi arrive alors, elle la prend dans ses bras et Powder lâche la gemme. Vi lui explique qu'elle était enfermée pendant tout ce temps. Powder lui demande si elle est réelle, mais quand Caitlin arrive, Jinx panique. Elle réalise que Vi est vraiment avec une pacifieuse et elle pense que c'est un piège. Caitlin comprend que Jinx est sa sœur. Jinx a un comportement paranoïaque instable, surstimulé par toutes ces informations nouvelles et contradictoires. Elle entre en crise. À ce moment, les feux volants arrivent. La gemme roule lentement sur le sol pendant la bagarre et Caitlin la ramasse. Vi voit Jinx s'amuser à tirer avec sa Gatling, ce qui la choque. Elle ne reconnaît pas Powder. Elle essaye de la calmer, mais elle est assommée. La figure masquée emporte Vi et disparaît. Jinx hurle. Le deuxième acte se termine ainsi sur des retrouvailles qui ne se sont pas si bien passées. Peu importe à quel point Jinx voulait revenir en arrière, les choses ont changé et elle n'est pas prête à l'accepter. D'un côté, la Vi qu'elle connaissait n'aurait jamais fait équipe avec une pacifieuse, symbole de la mort de leurs parents et de l'oppression sous laquelle elles ont vécu toute leur vie. De l'autre, Vi ne retrouve pas non plus la Powder qu'elle a connue. La violence psychotique de Jinx est un choc pour elle. Et à partir de là, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Le deuxième acte est souvent le point fort d'un récit, c'est le développement de l'intrigue. Là où le premier acte porte le poids d'établir les choses, le troisième acte d'apporter une résolution, le deuxième est sans doute le plus libre de tous. Et surtout, c'est généralement là qu'on retrouve le point de bascule d'un récit, le moment où les enjeux dramatiques changent. Ce point de bascule est d'autant plus important quand on suit une structure de trilogie en deux parties. Oui, trilogie en deux parties, c'est un concept. Pensez à la trilogie originale Star Wars qui commence avec un film, Star Wars, dont l'histoire est contenue, puis à ses deux suites, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, qui suivent une intrigue connectée. La trilogie en deux parties, c'est ce qu'on retrouve généralement quand on est
n'était pas certain que le premier opus aurait une suite. Ici c'est particulier parce que Arcane était sûr d'avoir ces 9 épisodes, mais ils ont choisi cette structure pour concentrer le premier acte sur l'origine des personnages. Ainsi, comme dans toute trilogie en 2 parties, le deuxième acte réinitialise les enjeux. Le risque c'est qu'on s'ennuie un peu puisqu'on a moins le plaisir de la découverte qui a déjà eu lieu durant le premier acte. Arcane s'en sort très bien en jouant sur la découverte de ce qui a changé durant l'ellipse, mais surtout de ce qui est arrivé aux personnages plus que dans l'intrigue. En effet, l'élément perturbateur n'intervient qu'à la fin de l'épisode 4. Celui-ci se concentre sur le fait de nous montrer ce que sont devenus les personnages, mais garde aussi une tension puisqu'il ne nous montre pas ce qu'il est advenu de Vi jusqu'à la toute fin. Si ce qu'on montre est important, ce qu'on choisit de ne pas montrer l'est tout autant. Tout comme en musique, on parle de l'importance des silences qui jouent tout autant dans une composition que les notes. Une fois l'élément perturbateur arrivé, l'histoire se concentre sur les relations entre les personnages et leur évolution. La rencontre entre Caitlyn et Vi, la rupture entre Victor et Jace, les retrouvailles entre les deux sœurs, et évidemment, le point fort d'Arcane reste sa vision claire sur ce qu'elle veut raconter. La série sait très bien ce qui va faire le point d'orgue de son deuxième acte, le moment où Vi et Jinx se retrouvent. Et tout est fait pour iconiser cet instant. La scène du fumigène est si marquante pour 2 raisons. Premièrement, elle est le point narratif le plus important sur lequel repose toute la tension de l'histoire, et deuxièmement, le récit lui accorde dans sa mise en scène l'importance qui lui revient. C'est la différence entre ce qu'on raconte et comment on le raconte. C'est la façon dont on gère le rythme de son récit. La scène, c'est Jinx allume un fumigène et Vi la rejoint. Ces 2 actions auraient pu être montrées très simplement, sans grande pompe. Et ça aurait été super dommage. C'est le point d'orgue, le climax, s'il y a bien un moment où il faut en faire des caisses, c'est là. Et encore une fois, le montage musical est une excellente façon d'iconiser. Quand les émotions sont trop fortes pour les mots, la musique prend le pas. Pas que la musique, hein, je parle pas de l'animation, mais la façon dont on peut lire sur le visage de Jinx tout ce qu'elle ressent à ce moment-là, c'est une preuve que Fortiche porte très bien son nom. D'ailleurs, en règle générale, l'expressivité des visages et des corps sont dingues dans Arcane. C'est un tout, évidemment. Et après ce point de bascule, ces retrouvailles ratées entre les 2 sœurs, on va plonger dans la dernière ligne droite de cette saison, le 3e acte et le dénouement de l'intrigue. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Il nous restera donc 3 épisodes pour finir la saison 1. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour ne pas louper le prochain épisode. N'hésitez pas non plus à laisser des petits likes et des petits commentaires. Un énorme merci à Morgane Menko, Pouillard, Noubi, Radia, Méticia, Femtom, Iwan R, le maître de Libre, Daïdi, Rockmer, Samir Gignon, Elayan, Manuel, Aigolius, Kevin Denamur, Reben Naïm, Arthur Biogé, Zakaz, Encre de Sel, Salariel, M, Orionaz, Jalvorondil, Super Jésus 2, Azerxim, Acetix, Leof, Jogi en Jogging, Ali, John M, Arissi Lagoupi, Sanosferatu, Jérôme Baphomat, Los de Los, Joe Electric, Solange Lafaille, Ghostities et Pam. Je vous dis donc à la semaine prochaine, Tropper. Out.